Madame, Monsieur, bonsoir. Le 19h45 sur ITV, la télévision qui vous délivre l'information proprement et sans fioriture. Voici la colonne vertébrale de ce journal. Le dernier rapport de l'Agence de régulation des rapports des marchés publics a pointé de nombreuses irrégularités et des entourloupettes. Plusieurs institutions et des noms sont logés parmi les bonnes et d'ânes qui font encore fi du code des marchés. Les services d'accueil dans nos hôpitaux sont en convulsion et sont très critiqués par les Sénégalais. Arriver à voir facilement un médecin quand on est malade est une chance que beaucoup n'ont pas. Les Toubib eux-mêmes reconnaissent les défaillances et le manque de qualité de service rendu. Les acteurs de la friperie au Sénégal mettent à nu leurs grandes difficultés accentuées par la concurrence tous azimuts, menée surtout par les commerçants halogènes qui sont de plus en plus nombreux au Sénégal. Et l'invitée de ce vendredi, Madame Safié Toussek de la cellule de veille des organisateurs privés du pèlerinage à la Mecque au Sénégal. On entendra son insatisfaction quant au travail rendu par la délégation générale au pèlerinage dirigée par le professeur Abdoul Aziz Kébé. Le menu détail dans un court instant. La crise s'aggrave à la SDE. Les discussions qu'il y a eu entre les travailleurs de la Sénégalaise des eaux et les représentants du ministère de l'eau n'ont abouti à rien du tout, un motif suffisant pour le personnel de la SDE d'annoncer une grève de 72 heures à compter de ce lundi. Les travailleurs de la Sénégalaise des eaux veulent toujours 15% de l'actionnariat dans le groupe Suez. Eliman Khan est le coordonnateur du cadre des syndicats de la SDE. Il est ici au micro de Cheikh Hassan Fall. Ce matin, on a été conviés à une négociation au niveau de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale entre nous, syndicats de la SDE, et le ministère de l'eau et de l'assainissement. Donc ces négociations n'ont pas encore donné satisfaction aux syndicats. Et comme l'issue de cette négociation n'a pas permis aux travailleurs d'être satisfaits, et notre préavis de grève court jusqu'à aujourd'hui, samedi minuit, l'Assemblée générale a retenu de décréter un mot d'ordre de grève de 72 heures à partir de lundi. Nous restons toujours ouverts à une négociation parce que le ministère de l'eau nous a conviés à une autre rencontre le lundi. Nous allons y aller. Mais ça n'empêche que le processus déclenché, nous allons le poursuivre. Les médecins aussi ruent dans les brancards et s'en prennent au ministre de tutelle, Abdoulaye Diouf Sarr en l'occurrence, après son intervention à l'hémicycle hier où il a dit que les internes rechignent à servir à l'intérieur et évite totalement le pays profond. Aux yeux des médecins internes, c'est une déclaration tout à fait irresponsable qui n'est pas conforme avec la réalité. Le président de ces médecins en colère répond ici aux questions de Alioune Gueye. Parce que le débat sur la grève des internes s'est invité hier à l'hémicycle. Il y a eu 2 députés que nous félicitons d'ailleurs au passage, qui ont interpellé le ministre concernant la grève de l'association des internes et anciennetés des hôpitaux du Sénégal. Et le ministre de la Santé, dans sa communication, a martelé que les internes, à la fin de leur formation, donc ce sont d'ailleurs des spécialistes, n'ont pas cette perspective-là de servir le territoire national, donc de servir sur l'ensemble de l'étendue du territoire national. Et c'est des propos que nous déplorons. Et nous, en tant qu'association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal, nous, à la fin de la formation qui dure 4 à 5 ans, nous formons, c'est des spécialistes qui sont formés. Et ces spécialistes-là sont disposés à servir l'ensemble dans l'étendue du territoire national. Et nos hôpitaux sont malades en termes d'accueil. La qualité de service en termes d'accueil donc est tout à fait problématique à en croire
des patients. Il est de l'ordre du possible de poireauter des heures durant avant de voir un médecin. Les blouses blanches reconnaissent le problème et préconisent le relèvement du plateau technique médical accompagné d'une politique de recrutement. Alioune Gueye et Cheikhou Gueye ont assuré le sujet. Des va-et-vient incessants. Cet hôpital reçoit par jour des centaines de malades. En revanche, l'accueil pose problème aux yeux de certains patients. Je viens de Mboro. J'ai rendez-vous avec le médecin tous les vendredis, mais avant qu'il me reçoive, ça prend énormément de temps. Nous sommes là à attendre pendant des heures parce que la consultation est très lente. Je suis une mère et parfois ma famille est inquiète. Ce médecin interne reconnaît le mal et pense que l'heure de rénover le plateau technique médical a sonné. C'est un constat qu'un simple citoyen ou bien un professionnel de santé peut faire. Les hôpitaux du Sénégal actuellement, surtout dans les plus grands hôpitaux qui sont censés être des centres de référence, notamment l'hôpital Aristide Le Dantec, l'hôpital de Fann ou bien l'hôpital de Ogui, donc l'hôpital général de Grand Yoff. Les conditions d'accueil, que ce soit les conditions réservées au public ou aux professionnels de santé, ne sont plus propices actuellement. Donc ça soulève un problème que l'hôpital est malade lui-même. Et donc parce qu'il n'y a pas souvent un accompagnement en fait, en termes d'infrastructures, en termes de rénovation des hôpitaux et de la gestion. Ce qui fait que les hôpitaux sont de plus en plus vieillissantes et la gestion hospitalière pose toujours un problème sérieux. Le déficit de médecins est un autre casse-tête à l'hôpital Aristide Le Dantec. Il y a eu des avancées qui ont été faites, c'est réel. Mais ces avancées-là ne sont pas à la hauteur actuellement des défis qui nous attendent. Les défis qui nous attendent actuellement, c'est une modernisation de nos hôpitaux, une modernisation de nos services d'accueil d'urgence et une modernisation aussi de notre personnel hospitalier, que ce soit le personnel médical ou paramédical. Donc tout est à refaire. Actuellement au Sénégal, c'est vrai qu'il y a des médecins chômeurs, il y a des spécialistes, des généralistes chômeurs. Et ça, c'est une situation qu'on ne peut pas comprendre. Si vous prenez les statistiques du ministère de la Santé et de l'Action sociale, les chiffres en disent long. Il y a des régions pratiquement qui n'ont pas de spécialistes dans certains domaines. La neurologie par exemple, la neurochirurgie, l'infectiologie, l'oncologie dans le domaine où je suis. Donc c'est des problèmes sérieux auxquels le ministère de la Santé est appelé à se prononcer et à prendre des dispositions. Il y a un seul médecin qui nous consulte, raison pour laquelle ça prend du temps. Je pense que s'ils étaient plus nombreux, ça arrangerait les malades. Créé en 1912, le centre hospitalier national Aristide Le Dantec est aujourd'hui en réfection. La modernisation du plateau technique médical et un bel accueil des malades sont les besoins les plus pressants. L'État va mettre la main à la poche et pourrait débloquer 12 milliards CFA en 2020 pour renforcer les équipements de 23 hôpitaux, centres de santé ainsi que postes de santé. C'est une annonce du ministre de la Santé qui avance aussi que 4 infrastructures hospitalières seront réceptionnées prochainement. Il était de passage hier à l'Assemblée nationale. On va l'écouter s'en expliquer. Nous venons d'ouvrir à l'hôpital Idrissa Pouye un deuxième centre d'angiographie, de la lithothérapie et énormément aussi de matériel que nous avons en vue pour l'acquisition. Il y a 12 milliards qui est prévu en 2020 pour équiper 23 hôpitaux et beaucoup de centres de santé et postes de santé. Il y a le centre national d'oncologie qu'on va démarrer. L'hôpital mère-enfant-famille de Diamniadio va ouvrir dans le courant du mois de janvier. Sans compter maintenant le travail remarquable qui est attendu pour la transplantation rénale. Vous voyez donc que le Sénégal est dans une très bonne perspective. Mais comme je disais tantôt, nous sommes conscients que tous les jours, il faut absolument donc aller vers l'ambition du chef de l'État, c'est faire en sorte que dans ce pays, que la couverture sanitaire soit universelle. Je crois que nous sommes en train de réaliser 4 hôpitaux qui seront opérationnels dans le plan en 2020 plus tard. Donc le Sénégal est dans une pleine perspective et nous continuons effectivement ce travail-là.
Et l'Agence de régulation des marchés publics a rendu public, c'est le cas de le dire, son rapport 2017. Il y a eu 667 plans de passation de marché, 126 autorités contractantes ont été auditées avec un ratio important pour les établissements publics. Et comme on nous adonne à voir à chaque fois, des institutions figurent parmi ce qu'on appelle les bonnets d'âne pour non-conformité avec les dispositions du Code des marchés sénégalais. C'est un reportage de Mamadou Bipa Sissoko et Sidignan. C'est dans une allocution où chiffres et statistiques n'ont pas manqué que l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, a rendu public son rapport de 2017. Au cours de cette cérémonie de restitution, aucun organe visé n'a été cité. La raison ? Ce n'est pas une innovation d'aujourd'hui. Depuis 3 ou 4 ans, nous avons décidé de ne plus singulariser une entreprise dans la restitution. Parce que tous les rapports individuels sont postés sur le site des marchés publics et chacun peut les voir. Chacun peut lire tous les rapports, les 124 ou 126 rapports d'audit. Ce rapport a pour but de voir le niveau de conformité dans les processus de marché public. Ce qu'on peut noter dans ce rapport 2017, c'est l'augmentation des finances dans les marchés publics. Avec cette augmentation, l'ARMP a innové cette année en amenant son rapport d'audit au niveau de la délégation de services publics. Concernant le retard noté dans la publication du rapport, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics s'explique. On était à 600 milliards de chiffre d'affaires par marché. Et à l'époque, on auditait autour d'une 60 à 80 autorités contractantes. Aujourd'hui, on est autour de 3 000 milliards et on audite plus de 120 structures. Le rapport général, il est prêt en décembre parce qu'on fait des rapports trimestriels et à la fin de l'année, on consolide le rapport général. Maintenant, il faut attendre que l'année soit close pour démarrer les audits. Et si on augmente le nombre de structures à auditer et si les budgets de chaque structure ont augmenté, il y a une incidence forcément sur le temps de l'audit. Le fait marquant en 2017 est la réalisation d'une mission indépendante concernant des contrats de délégation de services publics. Les secteurs visés, celui des télécommunications à travers les contrats de concession entre l'État du Sénégal et les 3 opérateurs de télécommunications, mais aussi le secteur de l'eau, avec le contrat d'affermage signé entre l'État du Sénégal, la SONES et la SDE. Et le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs a mis son grain de sel. Il indique qu'il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Il semble minorer ainsi les irrégularités pointées dans le rapport que la RMP vient de publier. Le directeur général du COSEC a opposé que le Sénégal tient une bonne place dans les classements en matière de transparence. On écoute sa réaction avec Alun Khan, c'était à Mbour. Il y a l'indice Doing Business. Dans l'indice Doing Business, nous étions, disons, 163e il y a 7 ans. Nous avons gagné 60 places. Non, nous étions même 183e. Nous avons gagné 60 places. Aujourd'hui, nous sommes 123e. C'est ça, là, les indicateurs de bonne gouvernance du président Macky Sall. Maintenant, par rapport au rapport de la RMP, il y a plus de 4000 marchés suivant ce rapport qui ont été passés. Et maintenant, dans une démarche d'amélioration continue, s'il y a des marchés qui ont été ciblés comme étant des marchés quand même présentant quelques irrégularités, je pense qu'il s'agira, à la lecture du rapport, de savoir quelles sont les réponses qui ont été apportées par les autorités concernées. C'est ça qui est important. Mais notre pays, globalement, est sur la bonne voie dans le cadre de la gouvernance, dans le cadre également des indices liés à la corruption.
On s'intéresse aux capitaines d'industrie. Les jeudis du club des investisseurs ont été lancés en présence du ministre de l'économie et du plan. C'est un rendez-vous qui se veut un cadre de réflexion et d'anticipation. L'objectif reste de stimuler le débat économique. Le thème de cette première était axé sur la place du secteur privé dans la loi sur le contenu local du pétrole et du gaz. Compte rendu, cher Hassan Affal et Séléman Diallo. Les récentes découvertes de gaz et de pétrole au large du Sénégal suscitent beaucoup d'espoir auprès des populations et des entreprises nationales, mais également beaucoup de questionnements quant aux retombées de cette nouvelle industrie. Si la loi sur le contenu local adoptée cette année visait à rassurer les investisseurs sénégalais, des manquements ont été aussi relevés. Il y a 2 à 3 problèmes qu'il faut régler. Si on ne les règle pas, la loi sur le contenu local sera vidée de son sens dès le départ. Parce que qui est le bénéficiaire de la loi sur le contenu local sénégalais? Ce sont les entreprises nationales sénégalaises. C'est quoi une entreprise nationale sénégalaise? C'est une entreprise de droit sénégalais. Je peux créer cette entreprise, un Chinois peut créer cette entreprise, un Turc peut créer cette entreprise. Si on ne reconfigure pas la société sénégalaise pour dire que ça doit être une société majoritairement de capitaux et de dirigeants sénégalais, cela veut dire que n'importe quel étranger peut venir créer une société sénégalaise et capter les dividendes des privilèges que l'État essaie de donner à son secteur privé national. Un autre problème qu'on a soulevé, ce sont les traités bilatéraux d'investissement. Même son de cloche au niveau de la société civile qui pointe du doigt quelques imperfections. Et par rapport à une absence de réglementation du transfert de technologie, des modalités de transfert de technologie, une absence de réglementation des modalités de formation du capital humain, une absence également de réglementation des modalités, des dépenses et investissements qui sont effectués par les différentes entreprises qui exploitent le pétrole et le gaz, fondamentalement. Instaurer un dialogue inclusif et avoir une préférence nationale, voire une certaine discrimination positive à l'égard du secteur privé national et des investisseurs sénégalais, voilà en somme ce que demandent ces hommes et femmes pour accompagner l'État dans le développement du pays. Akili, c'est la start-up et filiale en même temps de Sénélec. Elle a reçu ce matin dans ses locaux le PDG d'EDF. C'est Électricité de France. Il s'agit d'une visite de travail et de courtoisie au cours de laquelle 2 filiales d'EDF, Énergie Renouvelable Africaine et EDF International Network ont signé une convention avec Akili. Omar Khan et Mafal Fall nous en donnent ici les détails. Il ne s'est pas fait représenter. Le président directeur général de EDF s'est déplacé lui-même pour venir visiter les locaux de Akili. Akili, un start-up, une filiale de la Sénélec qui évolue dans la technologie de services énergétiques, un service qu'il fournit à la Sénélec depuis quelques années. Akili est une filiale de Sénélec. Sénélec détient 34% des parts de cette société-là. Et notre métier, c'est d'accompagner les opérateurs électriciens à être plus efficaces en déployant des solutions technologiques qui leur permettent de maîtriser leurs charges, d'être plus rapides dans les interventions, détecter les pannes plus rapidement, enfin tout un ensemble de choses. Vous pouvez visiter notre site web, ça vous en dira un peu plus. Et dans le même temps, nous offrons également des solutions aux consommateurs pour réduire leur facture d'électricité. Voilà ce qui a séduit le patron de EDF. Je suis encore davantage impressionné de voir ici même, chez Akili, le Sénégal qui innove, le Sénégal qui entreprend, les entrepreneurs qui réussissent. Et c'est pour nous un honneur de participer avec nos propres moyens et le groupe EDF derrière qui peut se mobiliser, de participer à l'essor d'une jeune entreprise brillamment dirigée par un entrepreneur remarquable. Une visite ponctuée par la signature de 2 conventions de partenariat. On a signé 2 conventions avec le groupe EDF, 2 entités du groupe EDF, donc ERA, qui est une filiale d'EDF qui est en charge de l'électrification rurale dans la concession de Kaffrine, Tamba et Kédougou. Cette convention-là, elle vise à essayer d'accompagner ERA dans la smartisation, c'est-à-dire rendre plus intelligente la manière dont on gère le réseau et la clientèle dans cette concession d'électrification rurale, un peu à l'image de ce que nous faisons déjà pour Sénélec.
Pour ce qui est de l'autre convention, c'est avec EDF-IN, donc EDF International Networks, où nous avons effectivement signé une convention pour pouvoir aller ensemble sur un projet financé par l'Union européenne, si ça aboutit, pour la promotion des énergies renouvelables de manière générale. C'est dire que quelque part au Sénégal, des jeunes entrepreneurs font des merveilles qui séduisent l'Occident, loin, très loin des projecteurs. Des jeunes qui allient la théorie à la pratique. Toujours de l'électricité dans l'air en Guinée, cependant que les principaux leaders du FNDC, le Front National de la Défense de la Constitution, ont été remis en liberté par la justice. Ils bénéficient de liberté provisoire. Ce sont 10 responsables et militants d'opposition au centre de manifestations qui ont secoué le pays depuis début octobre. Plusieurs blessés dans une attaque au couteau qualifiée de terroriste à Londres. Des personnes ont été poignardées dans le centre de la capitale. Un suspect a été neutralisé. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a réagi en disant que les Londoniens resteront unis et déterminés face au terrorisme. Le président turc Erdogan place des noms d'oiseaux à l'encontre d'Emmanuel Macron en faisant allusion à sa mort cérébrale. Choquée, la France a annoncé que l'ambassadeur de Turquie va être prochainement convoqué au Quai d'Orsay pour s'expliquer sur les déclarations de son président. Et puis le Premier ministre irakien Abdel Mahdi, honni par la rue, a annoncé qu'il va présenter sa démission au Parlement. Décision prise au lendemain d'une horrible journée de répression qui a causé des dizaines de morts. Cette annonce a été suivie par une explosion de joie dans les rues de Bagdad. Et retour chez nous où la concurrence est impitoyable dans le marché de la friperie en son temple que constitue Colobane. Dans ce contexte, les commerçants locaux éprouvent les pires difficultés à écouler leurs articles, une situation complexe qui génère beaucoup de frustration et en même temps d'inquiétude. Voici le reportage qui a été brodé par Tidjane Sissé et Séléman Diallo. Colobane, fin de matinée. Awa et Ami sont vendeuses de friperie depuis des dizaines d'années. Ce matin, elles attendent toujours leurs premiers clients. Vous pouvez faire le constat vous-même depuis que vous êtes là. Est-ce que vous avez vu un seul client? Si ça marche bien, je n'allais pas avoir le temps de discuter avec vous. Chaque matin, je me réveille à 6 h du matin. On ne voit personne. Mais comment faire? Les ruelles sont vides, les clients se font rares. Malgré tout, les vendeurs de friperie ne désespèrent pas. Je peux vous dire que depuis hier, c'est comme ça. Pourtant, j'ai une famille à nourrir. Auparavant, c'était pas comme ça. On trouvait facilement des clients. On pouvait faire un chiffre d'affaires de 5 000 à 7 000 par jour. Mais maintenant, rien. Moi, je pense que le contexte n'est pas le même. Les temps ont changé, car auparavant, les besoins n'étaient pas aussi énormes qu'aujourd'hui. Cette situation, les vendeurs de friperie de Colobane la vivent depuis maintenant quelques années. La raison pour beaucoup se trouve dans la concurrence. Il y a beaucoup d'expatriés maintenant au Sénégal parce que c'est une terre d'accueil. Les Européens sont là, les Américains, mais surtout les Chinois. Ils sont partout au Sénégal et savent très bien comment gérer cette activité. Il a raison de dire ça car moi aussi je vois beaucoup d'étrangers qui investissent maintenant dans notre secteur d'activité. Mais vous savez, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose car ils emploient les Sénégalais. Et pour cela, moi je pense que c'est une très bonne chose.
La vente de friperies est une activité lucrative à Colobane. Mais aujourd'hui, elle rencontre des difficultés. Les commerçants demandent plus de considération de la part des autorités compétentes pour promouvoir le secteur. Nous recevons ce soir Madame Safiatou Seck, c'est une des responsables de la cellule de veille des organisateurs privés du pèlerinage à la Mecque, ici au Sénégal. Bonsoir Madame Seck. Bonsoir Monsieur Gueye. Merci de répondre à notre invitation. Et tout indique qu'il se passe une crise entre vous et la délégation générale au pèlerinage. Quelle est la nature de votre contentieux? Merci Monsieur Gueye. En tout cas, merci à vous et à tous vos téléspectateurs. Effectivement, il se passe une crise. C'est ça le facteur humain. Monsieur Gueye, nous sommes des organisations privées, des associations. Et nous faisons le pèlerinage à la Mecque. Si vraiment j'analyse, c'est depuis plus d'une dizaine d'années. Et en 2016, nous avons eu une délégation générale qui est mise à la place du commissariat général. Et c'est en 2016 qu'on a commencé avec le professeur Abdoulaziz Kébé. C'est des problèmes qu'on a vu naître de 2016, 2017, 2018 jusqu'en 2019. Et voilà, en 2019, on a voulu nous organiser en 20 regroupements. En 2019, on nous a subitement dit qu'il y a le problème de l'IATA, c'est l'International Air Transportation, qui ne concerne que les agences de voyage. En 2019, on a eu des problèmes dans le transport aérien. Comme vous le savez, que tout le monde l'entend ici au Sénégal, on a eu des problèmes avec le contrat de base qu'on a signé avec la délégation générale et qui devait nous donner des sacs, des valises. À ce jour, on ne voit pas. Avec un billet qui nous coûte 1 292 000, c'est pas normal. Il y a des problèmes. Oui, je ne vous coupe pas. Donc là, vous n'êtes pas satisfait du travail du professeur Kébé. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce qu'il fait? C'est tout un tas d'ensemble. Nous, on n'est pas porté sur les contentieux. On n'est pas du tout porté sur les contentieux. Comme lui, il l'explique, le professeur. Nous, on voudra un Sénégal meilleur, un Sénégal, un pèlerinage sain, qui est fait dans des corps sains et des esprits sains. Le professeur Kébé ne veut pas nous écouter. Il y a tout un tas de revendications qui tournent autour d'un mémorandum qu'on lui a présenté, qu'on a présenté aux autorités. Et qui fait que vraiment, si on arrive à se mettre autour d'une table, parce que toute chose finit autour d'une table, car on parle de vérité et réconciliation. Hein? Nous, on voudra vraiment des jours meilleurs, même si c'est avec le professeur. C'est ça, le professeur ne veut pas vous écouter. Qu'est-ce que vous entendez lui dire concrètement? Non, nous sommes dans des actions. Nous sommes en train de voir notre ministère de tutelle. Et Inch'Allah, on pourra discuter autour d'une table à propos de toutes ces revendications et il verra ce qu'il y aura lieu de faire. Mais on espère une fin heureuse. Est-ce qu'il peut y avoir menace sur le Hajj 2020 si cette situation continue? Il n'y a pas de menace, M. Gueye. Je crois qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Il n'y a pas de menace. Puisque ce n'est pas des problèmes crypto-personnels. C'est des faits, c'est des problèmes qui concernent le pèlerinage à la Mecque. Le Sénégal était parmi les 3 meilleurs pays de l'Afrique de l'Ouest qui organisaient le pèlerinage à la Mecque. Mais depuis des années, on est tout à fait à l'arrière. Donc il faudra revoir en tout cas l'image de ce pèlerinage au Sénégal. C'est ça, et ce n'est pas ce que dit le professeur. Ils ont fait une évaluation et ils sont satisfaits. Par contre, vous, les privés, vous n'avez fait aucune sorte d'évaluation. Nous, on dit en quelque sorte qu'il déroule.
Parce que l'évaluation concerne les 2000 pèlerins que la délégation transporte. Alors qu'on est 12 800. Donc, il y a les 10 800 qui sont laissés en rade. Monsieur Gueye. Les privés, actuellement, ils sont combien? Vous êtes regroupés au sein d'une organisation. Il y a combien de privés sénégalais qui organisent à ce jour le Hajj? Parce qu'on est 3 organisations qui se sont regroupées autour de la cellule. Le Renofis, le COFOM, le FNAP. Et on était censés, nous, d'après ce qu'on sait, parce que si vous voyez notre référendum, on dit qu'on est plus de 270. En tout cas, en 2015, on était 141 sociétés. Quand le ministre dit qu'il y a beaucoup de sociétés, c'est un état de fait que nous n'avons pas créé. Et j'ai entendu le délégué dire qu'il y a 287 sociétés. Ça veut dire qu'il en a ajouté 147. Et qui est qui? Sur quelle base? Il n'y a pas de... C'est pas clair. C'est pas transparent. Oui, c'est pas transparent. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire que cette société-là est là, cette société-là, on en a combien et qui est qui. Apparemment, vous n'êtes pas satisfait du professeur Kébé. Vous allez rencontrer le ministre incessamment. Est-ce que vous allez demander son départ? Non, c'est trop dire. Parce que nous voudrons un pèlerinage, un bon pèlerinage 2020, hein? Une bonne organisation, une bonne considération des privés en 2020. Si le professeur peut le faire, vraiment, et s'il veut le faire, parce que c'est une question de volonté. C'est ça. Les voyagistes privés aussi ne sont pas des anges. Il se dit un peu partout qu'il n'y a que l'argent qui vous intéresse et que le bien-être des pèlerins ne vous intéresse guère. Est-ce que vous avez une réponse face à ça? Parce que c'est toujours des préjugés. C'est toujours des préjugés. Mais M. Gueye, moi qui suis organisatrice privée, si aujourd'hui je bafoue mon travail, je ne présente pas bien, je ne loge pas bien mes pèlerins, mais l'année prochaine, j'aurai aucun pèlerin. Le pèlerin homologue. C'est pourquoi nous, on est contre l'homologation. C'est le pèlerin lui-même qui homologue. Le business que vous faites, ça marche bien? Ouf! Depuis 3 ans, on traîne des arriérés. Depuis 3 ans, c'est pour vous dire que le pèlerinage va mal. Et pourtant, vous voulez continuer? Parce qu'on a des défis à relever. On nous connaît déjà dans le milieu. Nous sommes des patrons de société, nous sommes des directeurs de société. Nous employons des gens, nous avons ouvert nos sociétés, nous avons posé des défis et vraiment, nous devons relever ces défis-là. C'est ça. Et pourquoi le Hajj coûte cher au Sénégal? Le package, c'était 2 600 000 si je ne m'abuse. Ouais. Pourquoi? Est-ce que ça va baisser un jour? Moi, je vous remercie. Vous dites que le Hajj coûte cher. Mais évidemment, parce que si vous vous rendez compte, on a toujours des intrants. Par exemple, Mouna, on payait 1300 rials pour des matelas qui sont élimés, qui sont mal organisés, avec des tissus synthétiques. C'est 1300, c'est 240 000 qu'on met sur le dos du pèlerin. Hein? Vous voyez l'avion qui nous coûte cette année, qui nous coûtait l'année passée 1 085 000. Cette année, ça nous coûte 1 292 000. Mais c'est presque 400 000 francs sur le dos du pèlerin. Il y en a à manger, à boire. Très bien. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il faut concrètement vraiment changer pour qu'on sorte de cette situation de crise? Pour terminer, M. Gueye, nous disons que le professeur Kébé dit que sa porte est ouverte. Nous aussi, nous n'avons pas fermé notre porte. Notre porte est ouverte. Mais, in fine, vraiment, notre mémorandum tourne autour de 15 points. Au moins, nous devons avoir des satisfactions qui sont des satisfactions générales qui intéressent et le pèlerin et l'acteur du pèlerinage. Parce que nous sommes des acteurs du pèlerinage, mais nous sommes des acteurs économiques. C'est ça, et il a menacé d'éliminer certains voyagistes s'ils continuent à défier son autorité. C'est comme ça. Vous auriez interrogé un organisateur privé, vous dit depuis 3 ans, on a 10 morts. Parce qu'il passe son temps à menacer. Hein? Il passe son temps à menacer. Merci beaucoup, Madame Seck. Et
On souhaite que la situation soit réglée. C'est moi qui vous remercie, M. Gueye. Et en tout cas, merci pour tout et bonne continuation aussi. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette édition. Tout au long du week-end, Adama Anouchkaba va vous délivrer les informations. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.